Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, une fête célébrée dans un contexte de crise économique. Pour son traditionnel discours à la nation, le chef de l'État Bola Tinubu a donc proposé quelques pistes pour restructurer l'économie. Comment répondre aux défis de financement des infrastructures en Afrique? Constantin Dabiré, président du conseil d'administration de l'ASA2IF, est avec nous pour présenter l'option des partenariats publics-privés. Et puis le chaos express de Cédric Doumbé lors de la première soirée PFL organisée au Zénith de Paris. En à peine 9 secondes, le franco-camerounais a terrassé son adversaire Jordan Zebo. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, est-ce là le signe d'un réchauffement des relations diplomatiques entre le Gabon et le Congo? Le président gabonais de transition, Brice Oligui Nguema, a atterri ce dimanche à Olombo, dans le département des Plateaux situé au centre du Congo. Au programme de sa visite, une rencontre privée avec le président Denis Sassou Nguesso qu'il a reçu dans son fief à Oyo. D'après Télésphore Obamengomo, conseiller spécial du chef de la junte gabonaise, la rencontre devait porter sur la coopération bilatérale entre les deux États et sur la situation au Gabon. Brice Oligui Nguema effectue là son second déplacement à l'étranger depuis le coup d'État du 30 août dernier. Le président du CTRI semble mener une certaine offensive diplomatique pour que le Gabon retrouve son siège au sein des instances de la CEAC. Ce 1er octobre était un jour de fête pour le Nigeria. Le pays célébrait le 63e anniversaire de son indépendance. Une célébration placée cette année sous le thème « Espoir renouvelé pour l'unité et la prospérité ». Pour l'occasion, le président Bola Tinubu s'est adressé à la nation. Un discours durant lequel il a annoncé quelques mesures fortes pour restructurer l'économie nationale. Les précisions de Mildred Yamou. 63 ans d'indépendance du Nigeria. Le pays d'Afrique de l'Ouest a célébré ce 1er octobre 2023 l'anniversaire de son indépendance, acquise de la Grande-Bretagne, le 1er octobre 1960. Nigeria en 63, espoir renouvelé pour l'unité et la prospérité. C'est le thème retenu pour cette année. Le Nigeria a choisi de célébrer cette fête nationale dans la discrétion, en raison des réalités économiques actuelles peu satisfaisantes. Le président Bola Ahmed Tinubu s'est adressé à ses compatriotes pour marquer cette journée. En ce jour solennel mais plein d'espoir, félicitons nos pères et mères fondateurs. Cette année marque une étape importante dans notre voyage vers un Nigeria meilleur. Nous ne pouvons réaliser un Nigeria meilleur qu'avec le courage, la compassion et l'engagement en tant qu'unité indivisible. Le Nigeria célèbre le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance dans un contexte socio-économique difficile, marqué par la hausse du coût de la vie, une hyperinflation, un chômage élevé et une dépréciation continue de la monnaie locale le Naira. Le taux d'inflation global a atteint 25,8% en août 2023 contre 24,08% en juillet, selon les données du Bureau national des statistiques. Le taux de chômage devrait atteindre 40,6% en 2023 contre 37,7% en 2022, avec une croissance économique estimée à 3,2% pour 2023. Plusieurs réformes sont envisagées par le gouvernement face à ces perspectives. J'annonce la fin de la subvention sur le carburant. Au cours des 6 prochains mois, le travailleur moyen de bas niveau recevra 25 000 naira supplémentaires par mois. Afin d'assurer un meilleur développement rural, nous avons créé un fonds de soutien aux infrastructures permettant à l'État d'investir dans des domaines critiques afin de fournir des secours contre l'impact de la hausse des prix alimentaires et autres. Nous mettons également en place des centres de formation et des ateliers à travers le pays pour offrir de nouvelles opportunités aux opérateurs de transport et aux entrepreneurs. En dépit des défis économiques et sécuritaires persistants, le Nigeria se dit fier de la consolidation de la démocratie dans une région ouest-africaine caractérisée par des coups d'État. Aucun dirigeant mondial n'a été invité pour la fête nationale cette année.
Dans l'actualité également, retour sur le congrès du mouvement de libération du Congo tenu à Kinshasa le 30 septembre. Temps fort de cet événement, le leader du parti, Jean-Pierre Bemba, a indiqué qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain. Le ministre de la Défense a déclaré soutenir la candidature du président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat. Le vice-premier ministre a par ailleurs réitéré l'appartenance du MLC à l'Union sacrée de la nation. Rappelons que lors de la présidentielle de 2018, Jean-Pierre Bemba avait apporté son soutien à Martin Fayoulou, le candidat de la coalition Lamouka, qui a d'ailleurs officialisé ce 30 septembre sa candidature au scrutin présidentiel. Comment assurer la résilience du secteur agricole face au changement climatique? Une question d'autant plus cruciale pour la Côte d'Ivoire dans la mesure où ce secteur contribue au produit intérieur brut à plus de 17%. Pour tenter d'y répondre, le pays abrite jusqu'au 8 octobre prochain la 6e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Reportage de notre correspondante Esther Conan. Le secteur agricole, l'un des piliers de l'économie ivoirienne, représente plus de 17% du PIB et 60% d'emplois durables en 2022. Cependant, les agriculteurs ivoiriens se retrouvent dans un engrenage lié aux effets du changement climatique et de la pandémie de Covid-19 qui, bien qu'en situation d'être maîtrisée, demeure encore une menace potentielle à surveiller. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales SARA 2023, lancé le 29 septembre par le gouvernement ivoirien, vise à promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, mais aussi celui de l'élevage et de la pêche. Le secteur agricole occupe une place comme nul autre dans notre tissu économique et social national. Ce secteur est au cœur de la vision 2030 du chef de l'État et des transformations structurelles que nous voulons tous voir accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d'export et notre source de création d'emplois nouveaux ainsi que de revenus supplémentaires. L'événement est placé sous le thème de l'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes, ainsi que les innovations pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire. Le salon permet de découvrir les spécificités et les richesses du secteur agricole, animaux, halieutiques et forestiers des différentes régions de la Côte d'Ivoire, ainsi que celles des pays de la sous-région. C'est un événement qui est bienvenu pour nous et importateur de produits phytosanitaires parce que c'est le moment de montrer de quoi nous sommes capables et puis d'aider aussi les parents à connaître les endroits où on peut avoir les bons produits. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a lancé un programme d'urgence agricole Purga lié à la Covid-19. Le Purga vise à aider les agriculteurs et à soutenir la production de légumes et de denrées alimentaires afin de préserver la sécurité alimentaire et atténuer la baisse des revenus. Être un acteur de référence en matière d'innovation dans l'accompagnement des entreprises sur le marché financier régional. Telle est la vision de la SA2IF, la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière. La compagnie basée au Burkina Faso a obtenu en août 2022 l'agrément de l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Le président du conseil d'administration, Constantin Dabiré, est avec nous pour en parler. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Kamej Katapoulé, merci de me recevoir sur votre plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous rappeler le contexte de création de la SA2IF et ses principales missions? Merci beaucoup, la question est assez pertinente. Je dirais donc que la SA2IF est une société d'intermédiation financière qui a donc pour objectif d'accompagner les entreprises désireuses de mobiliser des ressources sur le marché financier de la zone de l'UEMOA, d'accompagner également les épargnants, comme vous et moi, qui ont quelquefois de la liquidité et qui veulent faire un placement optimum de cette liquidité. La SA2IF a été créée à la suite d'un constat que nous avons fait, d'un manque d'instruments pouvant accompagner tant les entreprises, tant les individus que vous et moi, pour optimiser la gestion de la trésorerie, également pour pouvoir mobiliser des ressources importantes, surtout pour financer
des infrastructures. Certes, sur le marché, il y avait déjà des entreprises spécialisées dans le domaine de la bourse, mais nous avons estimé qu'il fallait apporter un plus. Et ce plus, justement, au-delà donc de l'activité boursière, est de nous orienter vers le conseil financier, notamment un conseil financier dédié à l'ingénierie financière des projets d'infrastructure. Accompagner les entreprises, j'imagine que c'est aussi les rassurer par rapport au contexte financier du Burkina Faso, mais aussi la situation sécuritaire. Comment est-ce que vous les rassurez par rapport à ça? La question est bien pertinente. Vous avez vous-même dit tantôt que la SA2IF avait un agrément régional, donc travaille sur les 8 pays de l'UEMOA. Et comme je vous l'ai dit tantôt, au-delà de l'aspect boursier, la SA2IF travaille également sur l'ingénierie financière des projets d'infrastructure. Là, je dirais pratiquement sur tout le continent africain, et c'est vrai que nous avons des partenaires à travers le monde. Pour ce qui concerne donc le Burkina Faso spécifiquement, il est vrai que dans ce contexte actuel de crise sécuritaire et même de crise sociopolitique, il n'est pas évident de pouvoir facilement mobiliser des ressources par le canal de la bourse. Il n'est pas toujours évident de rassurer des entreprises, de les accompagner. Néanmoins, avec l'expérience, avec l'appui des partenaires que nous avions, nous essayons donc d'accompagner ces entreprises-là. Nous essayons de montrer que ce n'est pas parce que le pays connaît une situation difficile qu'on devra mettre fin au financement des infrastructures. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la réalisation des infrastructures, le développement des infrastructures a forcément un impact sur l'activité économique, Bien sûr. Un impact sur la croissance, un impact sur la réduction de la pauvreté. C'est essentiel aussi pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Exactement. On va y revenir bientôt. Mais avant ça, une question par rapport à l'agrément que vous avez obtenu. On imagine que vous avez pu mettre en œuvre des projets structurants par rapport à cet agrément. Quels sont-ils? Et effectivement, par rapport à l'agrément que nous avons reçu un certain nombre de mandats de nos partenaires, de nos clients, que nous sommes en train de conduire actuellement. Et je pense que dans les mois à venir, effectivement, nous serons sur le marché pour mobiliser des ressources pour nos clients. Nous avons déjà des dossiers qui sont en cours d'instruction au niveau de l'autorité des marchés financiers. Mais au-delà de ces projets dédiés au marché financier, de ces projets qui ont été introduits pour mobiliser des ressources en vue de les réaliser, nous avons également des mandats avec des clients bancaires, des clients non bancaires, pour mobiliser des financements assez importants, pour structurer des projets en vue de faciliter la mobilisation des ressources. D'ailleurs, nous sommes actuellement à Paris en vue justement d'aider un de nos clients à pouvoir non seulement structurer son projet, mais pouvoir mobiliser des ressources en vue de réaliser ces projets. Vous avez été conseiller spécial du Premier ministre chargé des questions des partenariats publics-privés. Quand on parle de PPP, à quoi ça fait écho concrètement? Aujourd'hui, quand on parle de PPP, ça me fait sourire, parce que nous avons tendance à croire que les PPP sont une panacée qui permet de tout faire. Je dirais que les PPP sont des accords partenariaux entre des personnes publiques, des personnes privées, en vue justement de réaliser, de concevoir, d'exploiter, d'entretenir des infrastructures. Pas n'importe quel type d'infrastructure, des infrastructures d'utilité publique ou d'intérêt public, mais surtout des infrastructures qui ont quelque part une rentabilité économique. Donc à travers les PPP, il est demandé aux partenaires privés d'apporter son savoir-faire, son expertise, et je pense que c'est ce qui est assez intéressant, mais également de mobiliser des ressources pour réaliser des infrastructures. Dans un contexte africain, on a tendance à confier aux partenaires privés juste la mobilisation des ressources, la réalisation des infrastructures. Alors qu'au-delà de ces aspects, vous avez le volet exploitation. Et l'exploitation est un élément assez important dans un contrat partenarial. Et au-delà de l'exploitation, vous avez également l'aspect maintenance de l'infrastructure qui a été réalisée. Vous avez déclaré que les PPP sont assez complexes dans leur mise en œuvre. Expliquez-nous. Merci donc pour la pertinence de la question. Effectivement, les PPP sont des contrats très complexes à plusieurs égards. Si nous prenons déjà la question de la maturité, ce sont des contrats qui portent sur de longues durées. Tantôt c'est 15, 20,
voire même 30, 35, 40, 50 ans. Lorsque vous avez un contrat qui porte sur 50 ans, que vous prévoyez les clauses de contrat aujourd'hui, durant la durée de vie du contrat, tout peut arriver. Il peut y avoir des modifications. Des situations peuvent subvenir nécessitant la modification du contrat. Raison pour laquelle déjà c'est un contrat qui est assez complexe. Au-delà justement de l'aspect maturité, vous avez également le choix des partenaires dans la mise en œuvre des PPP. Le choix n'est pas toujours évident et nous avons vu quelquefois des PPP qui ont accusé des retards du fait justement du choix non pertinent de certains partenaires à l'intérieur. Et au moment de faire le choix ex ante, on se base toujours sur des critères. Mais sur le terrain, au moment de la réalisation, on peut se rendre compte qu'on s'est trompé sur certains choix. Donc là également, ce sont des éléments pas faciles. N'oublions pas la question du financement. Justement, on va y venir. Vous avez rédigé un nouvel ouvrage intitulé « Financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics-privés ». La question des infrastructures est cruciale pour le continent qui fait face à un déficit justement de financement. Les experts estiment que l'Afrique doit investir environ 100 milliards de dollars par an dans les infrastructures si elle veut tirer parti de son potentiel économique. Les PPP peuvent-ils permettre concrètement de répondre à ce défi de financement ? Je dirais oui, les PPP permettent de répondre partiellement à ce déficit de financement. Comme je vous le disais tantôt, les PPP ne sont pas une panacée. Les PPP ne permettront pas de résoudre tous les problèmes infrastructurels du continent africain. Mais je dirais qu'ils sont une technique, un moyen alternatif pouvant permettre également de mobiliser par le canal du secteur privé des ressources en vue de réaliser des infrastructures. Raison pour laquelle nous avons étudié à travers cet ouvrage les facteurs déterminants à prendre en compte dans la réalisation des PPP dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. Et pour ce faire justement, nous avons fait un bilan des retours d'expérience et nous avons identifié environ 565 projets qui ont été financés par les banques multilatérales de développement telles que la Banque mondiale, la BAD, la BOAD. Et nous avons étudié les facteurs clés de succès, d'échec de ces PPP, de même que les facteurs déterminants dans la mise en œuvre de ces PPP. Et parmi ces facteurs, bien sûr, vous avez parlé tantôt de la question du financement. Oui, c'est un élément crucial. Et nous nous sommes rendus compte que le financement bancaire classique n'était pas suffisant. Et également, nous sommes dans un contexte où les ressources publiques se raréfient. Donc les États n'ont pas assez de les fonds États n'ont pour... plus les moyens pour faire face justement à la demande infrastructurelle. Raison pour laquelle il faut trouver toutes les stratégies possibles, dont les partenaires publics-privés, avec l'appui du secteur privé, l'appui des institutions multilatérales de développement. Et je pense qu'en Afrique, ces institutions multilatérales de développement jouent un rôle capital. Merci beaucoup, Constantin Dabiré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la SA2IF, la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. Du sport à présent avec l'incroyable performance de Cédric Doumbé. Le franco-camerounais a enflammé le Zénith de Paris ce samedi 30 septembre en remportant son duel face à Jordan Zebo. Un combat express puisqu'il n'a duré que 9 secondes. Catherine Gombe. Declaring your winner via knockout, Cédric! Surprise au Zénith de Paris ce 30 septembre. Même Cédric Doumbé ne s'y attendait pas, surtout aussi vite, dans ce match de la PFL, la Professional Fighters League. Le combattant d'arts martiaux d'origine camerounaise, dans la catégorie des 77 kg, a mis son adversaire au tapis en à peine 9 secondes. Un KO éclair en 3 coups. Un peu de mal à faire une vraie prédiction stricte. On disait premier, deuxième round. Moi, je disais que je doutais qu'il passe le premier, parce que voilà, souvent les mecs costauds comme ça, le menton il est fragile, j'en ai connu, j'en ai vu des adversaires, des gants taille 4, je l'ai dit, ça passera pas le premier round. Et maintenant, il se peut qu'il soit solide. Et même s'il est solide, eh ben, ça sera au deuxième round qui tombera KO. Donc je savais au fond de moi que ça allait se terminer au premier round. 9 secondes, jamais de la vie j'aurais imaginé ça. Parce que je me suis dit quand même, le mec, je suis le combat de sa vie.
Il peut pas, je veux dire, il va arriver préparé, il va pas arriver balancer un high kick et essayer de striker avec moi quand même. Il est venu, il a essayé de striker avec moi quand même. Jordan Zebo, martiniquais d'origine, surnommé le Fauve, était vu avant ce combat comme un espoir en MMA avec un palmarès de 4 victoires et aucune défaite. C'était sans compter sur l'expérience de Cédric Doumbé, surnommé The Best, 7 fois champion de Glory, principale organisation mondiale de kickboxing, et qui a décidé de se convertir aux arts martiaux mixtes. Le combattant camerounais a été entraîné jadis dans le centre de Fernand Lopez, coach et cofondateur de la MMA Factory en France. Jordan Zebo était entraîné par Fernand Lopez. Ça n'enlève en rien le respect que j'ai pour l'adversaire. Comme je l'ai dit, Jordan Zebo, c'est un adversaire que j'ai pris au sérieux, que j'ai respecté et que je respecte toujours. Et je tenais vraiment à cœur à ce que cette défaite n'entache pas son courage, n'entache pas sa motivation, et je voulais qu'il continue à s'entraîner et qu'il oublie vraiment ce mauvais passage. Il est tombé sur un adversaire qui était beaucoup plus fort que lui, c'était un mauvais match-up pour lui, et je lui ai dit, gros, tu rencontreras jamais quelqu'un qui frappe aussi fort que moi, donc oublie ce combat. Cédric Doumbé s'est disposé à accompagner Jordan Zebo et demander à tous ses fans sur les réseaux sociaux de l'encourager, voyant ce sportif d'origine martiniquaise de 22 ans un combattant prometteur malgré le chaos du Zénith de Paris. Cédric Doumbé, ladies and gentlemen. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.